Mesurer la puissance d'un signal radio jusqu'à dans les micro-ondes facilement et pour une vingtaine de dollars? Oui, suivez-moi. Bidouilleur, salut! Si vous jouez le moindrement avec les générateurs de signal, émetteurs, fréquence-mètre, antennes, vous voudrez posséder un voltmètre RF ou un puissance-mètre RF capable de mesurer les signaux sur une large bande et avec une grande gamme dynamique, donc d'amplitude. Il n'y a pas si longtemps, la meilleure façon de le faire était d'utiliser un voltmètre RF, comme les deux qui sont allumés ici à l'arrière, et qui offre une large couverture en fréquence et en amplitude, mais qui se vend d'occasion à quelques centaines de dollars lorsqu'on inclut la tête de mesure, la tête de lecture qui doit l'accompagner évidemment. On peut aussi se rabattre sur ce petit truc que je vous ai montré dans ma vidéo numéro 24 traitant de la construction d'un petit voltmètre RF simple qui utilise une diode et un condensateur. Mais sa gamme d'opération est plutôt limitée. On peut faire beaucoup mieux et à coût raisonnable. Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes pas à l'aise avec les décibels et les dBm, je vous suggère fortement de visionner ma vidéo numéro 101, une introduction aux décibels, car je vais en parler beaucoup des dBm. OK, depuis une quinzaine d'années, la compagnie Analog Devices, maintenant une entité de Linear Technology, fabrique des puces circuits intégrés qui produisent une tension CC qui est proportionnelle à l'amplitude du signal radiofréquence qu'on leur injecte. La tension CC est en fait proportionnelle au logarithme de la tension RF ou de la puissance RF. Donc, ça devient très facile de faire des mesures car il s'agit d'une réponse linéaire en fonction de l'amplitude en décibels. Bon, ça semble peut-être un peu complexe, là, mais regardez la fiche technique de deux de ces puces, vous allez piger. Alors, qu'est-ce que c'est le AD8310? Bien, le AD8310, c'est essentiellement un amplificateur logarithmique, mais qui a une gamme dynamique de 95 décibels. Bon, puis qui fonctionne de DC, donc c'est de 0 à 440 MHz. Mais on verra que passer 100 MHz, là, ça demande un peu de compensation. Alors, c'est ça, c'est un amplificateur logarithmique, donc avec des étages qui vont amplifier et produire une tension qui sera le logarithme de l'entrée en radiofréquence. D'accord? Si je vous montre le graphique suivant, vous allez peut-être comprendre un petit peu plus. Regardez la ligne droite qu'il y a ici, là. C'est l'échelle de gauche. Donc, pour une échelle logarithmique, donc en dBm, en dessous, on a une réponse linéaire en tension sur la sortie. C'est donc dire que la sortie en tension continue là, sera proportionnelle à la puissance exprimée en dBm, ce qui rend la tâche très très facile pour faire un puissance mètre. Donc, ça c'est le gros avantage de cet ampli-là et il y a une bonne gamme dynamique. Ça, on voit ça. Ce que vous voyez ici, ben, c'est l'étalement de l'erreur en décibels. On peut revoir cette courbe-là à 25 Celsius, c'est probablement celle qui nous intéresse le plus. Si on regarde cette courbe ici, on verra l'erreur en décibels, entre moins 1 et 1 décibel, là, essentiellement, pour toute la gamme dynamique. Là. Mais on voit qu'à des fréquences différentes, et passé 0 dBm, il y a une grosse déviation de l'erreur. Donc, définitivement que sa gamme d'opération, c'est entre 0 et, disons, moins 70. Passé ça, là, ça commence à s'écarter beaucoup. Okay? Les deux autres courbes qui sont intéressantes à voir, c'est le paramètre de pente et d'offset, de décalage. On voit que la pente de la droite qu'on a vue sur le premier graphique, elle est essentiellement plate et ne change pas jusqu'à 100 MHz, disons. Mais en tout cas, à passer 100 MHz, la pente va changer beaucoup. Et c'est pire sur la valeur d'intercept, donc l'offset qu'on doit rajouter à la formule. Passer 100 MHz, ça casse assez rapidement. Et on voit ici qu'il y aura donc une erreur qui va s'ajouter beaucoup passé 100 MHz. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'entre 0 et 100,
cette petite plaquette-là fonctionne bien, elle va donner un résultat quand même assez acceptable, peut-être plus ou moins 1 décibel. Mais passé 100 MHz, il faudrait faire une compensation. Il faudrait changer les valeurs qui nous servent à calculer la puissance. Donc, on pourrait faire un compromis, mettre des commutateurs, mettre des boutons poussoirs, puis changer la gamme d'opérations en bas de 100 MB, au-dessus de 100 MB. Si on connaît le signal qu'on applique à l'appareil, on pourrait dire, bon, ben, ce signal-là à 200 MB, on va mettre l'appareil à 200 MB. Et puis là, ben, il y aurait des coefficients de choisis qui seraient différents de ceux utilisés entre 0 et 100 MB. Ça pourrait être une façon de faire pour compenser ce comportement-là. Maintenant, si on jette un coup d'œil rapide au AD8318, c'est essentiellement le même fonctionnement des amplis logarithmiques. Celui-ci, on l'appelle un détecteur ou un contrôleur. Pourquoi? Parce que vous pouvez détecter ou démoduler un signal. Il est assez rapide, lui et le AD8310, pour pouvoir démoduler un signal. Alors, c'est pour ça qu'il l'appelle un détecteur. Mais en réalité, c'est vraiment un amplificateur logarithmique de la même façon que l'autre. Celui-ci va fonctionner entre 1 MHz et 8 GHz et aura une gamme dynamique un peu plus petite de 70 décibels. Mais son gros avantage, c'est ça ici, là, il va beaucoup plus haut en fréquence. Et cette fois-ci, la pente sera inverse par contre, c'est-à-dire que la tension de sortie en tension continue va diminuer avec l'augmentation de la puissance qui est appliquée. Donc, ce sont des droites, encore une fois. Évidemment, on essaie de se tenir dans la partie la plus plate possible, mais il est possible d'aller un petit peu plus haut, là. Donc, on s'attend à ce que la fonction de transfert dans le code source soit différente. Il faudra la rendre différente en fonction de la tension qu'on lit pour déduire la puissance. Et on regarde ici aussi les 3 couleurs. Ça correspond aux 3 températures et c'est l'erreur en décibels. Le noir, c'est à 25 Celsius. Et on voit qu'il y a quand même, en fonction de la puissance, il y a une erreur qui peut représenter au moins 1% là, dans la basse puissance, et l'erreur augmente très rapidement aussi au-dessus de moins 5 dBm. Donc, ça nous donne une bonne idée de la gamme d'opérations. Il va falloir se tenir dans cette zone-là, sinon, nos lectures vont s'écarter. Évidemment, c'est monotonique, ça veut dire qu'on va toujours voir une augmentation. Si on augmente la puissance, on va être capable de voir, il va y avoir une augmentation de tension et donc on va voir une augmentation de puissance, mais l'exactitude de la lecture ne sera pas nécessairement bonne en dehors de la zone plate. Alors j'ai donc choisi de construire un puissance mètre basé sur ces 2 puces et équipé d'un affichage cristal liquide LCD. Voici ce que je propose. Alors je propose de construire un petit circuit qui est contrôlé par un STM32 mini. Donc, c'est le STM32 microcontrôleur 32 bits, mais sur une petite plaquette, comme je vous avais déjà montré dans une vidéo précédente. Le STM32 mini fera la lecture de 2 convertisseurs, les fameux détecteurs AD8310 et AD8318, que je vous propose, qui recevront puissance RF sur 2 entrées séparées. J'utiliserai 2 entrées analogiques, donc convertisseur analogique à numérique du STM32, entrée A0 et A1. Ils vont mesurer la tension CC produite par les détecteurs radiofréquences. Et le résultat sera affiché sur un affichage à cristal liquide de 2 lignes, 16 caractères. Ce petit affichage-là sera contrôlé par un protocole I2C, donc seulement 2 fils, plus les alimentations, bien sûr. J'aurai aussi le lien pour fin de développement. Et si on désire afficher le résultat à l'écran d'un PC, j'aurai aussi le lien série à USB avec un petit convertisseur USB. Pour faire le développement, de toute façon, c'est requis. Alors ça, c'est la proposition. Du côté des alimentations, bien, on aura 5 volts pour l'affichage et le STM32. Et on a besoin de plus grand que 7 volts sur les 2 plaquettes, puisqu'il y a des régulateurs 5 volts d'intégrer sur ces plaquettes-là. Donc, par exemple, 9 volts ferait très bien l'affaire. Alors voilà, ça c'est la proposition. Allons-y! Alors pour construire ce projet, voici ce que je vais utiliser. Tout d'abord, à tout seigneur, tout honneur, les plaquettes de détection RF. Il y en a 2 modèles, j'en ai commandé 2. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. D'abord, la première ici, qui est basée sur le AD8310,
Et sa couverture en fréquence est de 100 kHz à 440 MHz. Donc 0,1 MHz à 440 MHz. Alors ça, c'est la première. Ça vaut 8 $. Et la deuxième est un petit peu complémentaire parce que celle-ci va jusqu'à 8000 MHz. L'autre arrêtée à 440. Celle-ci va jusqu'à 8000. Par contre, elle sacrifie un petit peu de la gamme dynamique. Et ça fournit une tension analogique qu'on va mesurer avec le STM32 Mini. Et la raison pourquoi j'ai choisi le STM32 Mini, c'est qu'il y a un convertisseur analogique numérique à 12 bits, alors que des microcontrôleurs PIC n'ont que 10 bits de résolution. Et comme on va mesurer des millivolts aussi bas que quelques dizaines de millivolts, et on veut une résolution assez grande, bien les deux autres bits, évidemment, nous achètent 4 fois plus de résolution. Donc, c'est pour ça que je prends la plaquette STM32, que je programmerai évidemment avec l'environnement Arduino. Donc, il reste l'affichage. Je me suis dit, oui, je pourrais envoyer bien sûr ça sur un port USB, port série USB sur l'écran, puis afficher les résultats à l'écran. Mais pourquoi pas en faire une petite boîte? Alors, j'ai pensé d'utiliser un affichage, c'est le bon vieux affichage, deux lignes de 16 caractères. Celui-ci est un affichage vert-jaune, jaune, rétroéclairé et qui contient aussi une plaquette de conversion à I2C. Donc avec I2C, simplement 2 fils plus les alimentations, on va pouvoir contrôler la plaquette et lui afficher ce qu'on veut. Alors je vais me lancer, faire des premiers essais, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, pour le premier essai, je ne me suis pas du tout préoccupé de l'affichage. J'ai utilisé le bon vieux port série envoyé sur le PC à partir d'un convertisseur série à USB, comme on fait toujours, connecté à la façon classique sur le STM32. Et le convertisseur aussi et le port USB me fournissent le 5 volts sur la plaquette STM32 Mini. Et du côté des détecteurs, des senseurs là, de puissance radiofréquence, bien j'ai mis les deux. J'utilise l'entrée A0 et A1 sur le STM32, donc deux entrées analogiques pour le convertisseur analogique numérique. Les deux plaquettes sont branchées et font des lectures en simultané. Et pour ce qui est de l'alimentation, bien je fournis 9 volts de l'extérieur et je leur fournis un signal radiofréquence. Dans ce cas-ci, je fournis un signal de moins 30 dBm à 900 MHz. Donc, pas mal la bande cellulaire. Là. Et notez que j'ai ajouté 2 condensateurs ici, ce qui est beige. Là. Un sur chaque entrée analogique. Il y avait énormément de bruit. Il y avait une oscillation, en fait, sans ces condensateurs. Donc, c'est des 10 nanofarades mis à la masse, entre l'entrée analogique et la masse, tout simplement, pour tenter de filtrer cette oscillation, en tout cas la tuer, et ça a très bien fonctionné. La tension maintenant est devenue stable à l'entrée de l'ADC. Alors, il faut comprendre que le filtrage sur cette plaquette est gardé au minimum compte tenu de sa grosseur. Hein. Donc, il est nécessaire d'ajouter parfois du filtrage, surtout, en plus, que c'est un convertisseur analogique numérique de 12 bits. Donc, le moindre bruit va paraître sur la lecture. Donc, ça a réglé le problème. Et, bien, si vous voulez voir le résultat, allons voir. Alors, avec le code développé dans l'environnement Arduino IDE, voici ce que j'ai obtenu comme résultat. Alors, je lui ai fourni moins 30 et on a bel et bien moins 30. L'autre voie, la première ici, je n'ai pas connecté de signal radiofréquence. Donc, c'est pour ça qu'il donne le minimum qui est d'environ moins 75. Là. Mais là, on se concentre sur ce champ ici. Et bien, comme vous voyez, c'est bien moins 30, là, plus ou moins quelques dixièmes. Ça, c'est très bien. On va regarder le code source. Donc, c'est du code dans Arduino IDE, comme je l'ai mentionné. Alors, j'ai défini les deux entrées analogiques, PA0 et PA1. Et ici, je les ai mises en entrée, ces deux entrées-là, en entrée analogique, donc pour faire des lectures analogiques avec le convertisseur. J'ai aussi défini quelques variables qui sont de type float, puisque ça va être des calculs avec des décimales et non pas des nombres entiers. Donc, j'ai défini les variables en float.
J'ai initialisé le port série, bien sûr. Et on rentre dans la boucle perpétuelle ici, qui tourne en constance. Et qu'est-ce que je fais dans la boucle? Première étape, je fais des lectures. Et pour éliminer encore plus le bruit, je fais une moyenne de 100 lectures sur les entrées analogiques. Donc, c'est ce que je fais ici, une moyenne de 100 lectures. Et bon, ensuite, ça c'est des commentaires, j'y reviens. Et ensuite, avec cette lecture-là, que j'ai appelée voix 1 lecture et voix 2 lecture, bien, je fais le calcul pour en dériver la puissance en dBm, tout simplement, en suivant les informations qui m'ont été données dans la fiche technique du AD8310 et du AD8318. Dans le cas présent, c'était le AD8318, donc c'est cette formule-ci qui contient une puissance de décalage, donc puissance offset, et qui contient une pente. Et avec ces deux valeurs, donc c'est vraiment mx plus b, c'est une droite, bien, j'obtiens la valeur de la puissance en dBm. Je n'ai pas inventé ça, je l'ai simplement tiré de la fiche technique. Et par la suite, bien, j'affiche tout simplement à l'écran. Pour ces deux puces-là, il y a quelque chose de bien important à comprendre. La mesure de puissance est faite pour une onde sinusoïdale et donc une porteuse non modulée. Si la forme de l'onde n'est pas une sinusoïdale, donc un signal, soit que ça soit modulé de toutes sortes de façons, là, il doit y avoir une compensation à appliquer puisque le facteur de crête n'est pas le même qu'une onde sinusoïdale. Le facteur de crête, c'est la différence entre la valeur crête d'un signal et la valeur efficace, donc RMS d'un signal. Donc évidemment, pour une onde carrée par exemple, on aura une soustraction de 3 décibels à faire si on veut vraiment afficher la puissance réelle. En temps normal, on travaille avec une onde sinusoïdale non modulée. Mais si elle est modulée, par exemple, en CDMA, avec des modulations complexes, ou si c'est une onde triangulaire, par exemple, ce n'est plus une onde sinusoïdale, bien, on doit appliquer un facteur de correction. Alors, vous vous rappelez de ça, on fait des mesures de porteuses non modulées. Si c'est modulé, attention, ça va fausser la lecture. On constate donc qu'il serait possible d'améliorer l'exactitude des mesures en donnant à l'usager le soin de choisir la gamme de fréquences dans laquelle on veut effectuer les mesures de puissance. On pourrait alors sélectionner les valeurs de pente et de décalage en fonction de la fréquence. Et en passant, attention aux câbles coaxiaux, ils ajoutent des pertes et cette perte augmente bien sûr en fonction de la fréquence. Donc, gardez-les le plus court possible quand vous faites des mesures de puissance. Avant de l'oublier, j'ai constaté que la terminaison de l'entrée RF de la plaquette AD8310, celle de 0 à 440 MHz, bien, la terminaison était de 100 ohms. Bien, c'est bizarre ça, car on se serait attendu à une terminaison de 50 ohms. Quoi qu'il en soit, j'ai ajouté une résistance de 100 ohms en parallèle par-dessus la résistance existante de 100 ohms, ce qui amène l'impédance d'entrée maintenant à 50 ohms. Alors, vérifiez ça si vous procurez la plaquette. Alors, je m'arrête ici. Ça pourrait déjà vous avoir donné des idées de projet. Dans la deuxième vidéo de cette série, je vais ajouter l'affichage LCD. Ça ne sera pas trop compliqué, vous allez voir. Je vais aussi ajouter une fonction de sélection de gamme de fréquences pour justement compenser pour les changements de réponse en fréquence là, des détecteurs RF en fonction de la fréquence. Ce sera plus complexe par contre, cette partie de la vidéo. Comme toujours, je fournis le code source du STM32 sur mon site web bidouilleur.ca et j'inclus le lien vers mon site dans la description sous cette vidéo. N'oubliez pas de voter votre appréciation et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne Électro Bidouilleur. Merci et à la prochaine!